Hello et bienvenue sur le podcast Les matchs de ma vie. À travers 5 matchs de foot, notre invité parle de son amour pour ce sport et nous ouvre aussi sur quelques chapitres de sa vie. 5 matchs à raconter, beaucoup de bonheur à partager avec vous, où que vous soyez, où que vous nous écoutez. Merci déjà de nous avoir choisis. C'est parti donc pour ce nouveau numéro de Les matchs de ma vie avec moi, Darren Chulette, et notre invité aujourd'hui qui est... Vikash Dorasso. Bonne réponse. Ravi de t'avoir avec nous, Vikash. On se connaît un petit peu depuis longtemps maintenant. Ça fait très plaisir de te revoir. On se souvient de ta carrière de joueur de foot, notamment au Havre, à Lyon, où tu es 2 fois champion de France, en Italie, avec le Milan AC, avec le Paris Saint-Germain, avec qui tu remportes la Coupe de France. D'ailleurs, peut-être que ça sera dans ta liste de matchs à venir. 18 sélections en équipe de France et une Coupe du Monde disputée avec les Bleus en 2006. Est-ce que déjà, avant de commencer, c'était difficile de choisir les 5 matchs dont on va parler? Non, mais j'aurais pu en choisir plus, quoi. C'était comment en éliminer certains. Oui, et je dois vous dire, chers auditeurs, que donc, vous avez compris, c'est les 5 matchs de ma vie. Vikash Dorasso est notre premier invité à ne pas avoir respecté les règles. Quelle surprise! Il est venu avec une liste de 7 matchs. Après, c'est plus de bonheur pour nous, donc allez, c'est parti. Pour numéro 1, sans plus attendre, Vikash, quel est ton choix pour ce premier match et pour quelle raison? Alors, j'ai 9 ans et je joue à Cocrioville, le HCS, le Havre Cocrioville Sportif. C'est le club de mon quartier, c'est un quartier du Havre, quartier populaire, sur les hauteurs, un peu mis à l'écart. Et on joue au foot tout le temps. Et je signe dans ce club et on gagne tout le temps. Et à 9 ans, on va faire la finale de Coupe de France Poussin et on joue contre Wassel. Et on joue en demi-finale pour se qualifier pour aller faire la finale à Paris de la Coupe de France Poussin. On les a battus en poule. On gagne tout le temps. J'ai, je pense, jamais perdu jusqu'à ce match-là. On bat le HAC aussi, on bat la grande équipe de la ville. Et en fait, on les a battus 3-0 et pourtant en demi-finale, on perd 2-0. Et c'est ma première grande défaite. J'ai l'impression que c'est le début de quelque chose. J'ai l'impression qu'on peut y aller maintenant. Allez, c'est parti, quoi. Là, c'est fait. J'ai perdu, ce qui va m'arriver souvent et ce qui est une donnée de départ très importante au football, mais dans tous les sports et puis aussi dans la vie. Et c'est une donnée de départ qu'on a apprivoisée, qu'on a acceptée et qu'on balaie, parce qu'évidemment, on joue pour gagner. C'est la première fois aussi que moi, Vikash Dorasso, je m'aperçois qu'en fait, ils étaient plus forts que nous en équipe et qu'ils nous avaient battus en équipe. D'accord. Et il fallait leçon à retenir, quoi. Il fallait qu'on gagne en équipe et ils avaient été beaucoup plus forts. Et aussi, ça me fait penser quand je regarde le foot, quand une équipe perd, je me dis toujours qu'à la fin du match, on se dit toujours qu'on aurait pu le gagner, le match. Qu'il y a un moment, cette passe-là, j'aurais dû la faire. Et puis, le mec, je me souviens qu'à Nantes, une fois, on a perdu 6-1. Et ben à la fin du match, on se disait, ah, tu sais, à un moment, on aurait pu revenir à 3-1 et pourquoi pas à 3-2, alors qu'on avait perdu 6-1. Voilà, je crois qu'on se construit sur les défaites, sur les échecs. C'est un grand moment de ma carrière quand j'y pense. C'est intéressant que tu commences ta liste par une défaite. C'est assez rare, effectivement. Donc, le Havre Cocrioville contre Wassel, quand tu as 9 ans, c'est ton premier match. C'est ton club. De l'époque, c'est ta ville, effectivement, comme tu disais. Tu grandis dans quel genre de famille? Il y a qui à la maison? Ouais, c'est une famille indo-mauricienne avec, évidemment, moi, né en France. Je suis le seul de ma famille. Tout le monde aime le foot. C'est plutôt la joie. Même si c'est un milieu très modeste, des parents ouvriers. Mon père qui travaillait sur les chantiers navals et ma mère qui était cuisinière dans les écoles, donc des métiers difficiles. Et en même temps, un quartier plutôt joyeux où on joue au foot beaucoup après l'école. C'est le truc le plus important pour moi, pour plein de mes potes. Le foot, il ne s'arrête jamais, le match. Il continue, les joueurs, ils arrivent et on change, on rééquilibre les équipes, on joue avec des racines d'arbres sur le terrain, avec des merdes de chiens. Et après, le chômage arrive et casse tout le lien social qu'il y avait. Et le quartier devient un peu dangereux, un peu hostile, avec beaucoup de problèmes de violence, de délinquance, de drogue. Et là, mes parents décident de partir un peu pour nous protéger, pas loin. Voilà, je suis resté très longtemps à Cocrioville. Mais c'est des grands souvenirs. C'est mon quartier, c'est ma ville. Vous étiez combien à la maison? On est 4 enfants, je suis le dernier.
avec aussi des parents une famille, mon oncle, mon frère, mes sœurs, qui m'ont poussé, qui m'ont aidé, mais qui n'ont pas misé sur moi comme on peut le faire aujourd'hui. Voilà. Ils étaient derrière moi, mais en même temps, il y a eu plein de moments où j'avais mon sac de foot et je partais et je rentrais, il pleuvait, j'avais mon sac très lourd avec mon cartable aussi. Donc, il y avait et aussi mon frère parfois qui venait me chercher ou mon père. Voilà. Je crois qu'on a besoin d'être soutenu pour y arriver. Et en même temps, le foot, c'est aussi la loi de la jungle, quoi. C'est le plus fort qui passe. Et donc, dans un quartier difficile comme Cocrioville, où il y a beaucoup de tentations, moi, le foot m'a vachement protégé, quoi. Moi, j'ai tracé ma route grâce au foot. Et aussi, les autres se disaient, lui, il joue au foot quand on le laisse tranquille. Ah oui. Ouais, carrément. Il y a ce respect-là. Ouais, c'était tracé, quoi. Moi, je joue au foot. Et en même temps, ce qui est marrant, c'est que pendant longtemps, je suis allé m'inscrire au club et ils m'ont jamais pris parce que j'étais physiquement un peu différent des autres et puis aussi petit. Et c'est le parent d'un pote qui s'appelle Jean-Noël Bourdoulos, le père de Fabien, avec qui je joue au foot, qui un jour m'a vu jouer, qui m'a dit « Mais pourquoi tu n'es pas inscrit au club ?» Et il m'a emmené, il m'a inscrit et donc au Havre Cocrioville Sportif. Et j'ai joué d'abord en poussin 4 et puis il me dit « Vas-y, viens, on va te monter un peu. » Puis après, c'était parti. Et pour la petite anecdote, là, je démarre une formation d'entraîneur et j'ai décidé de la faire là-bas, à Cocrioville. Oui. Donc, c'est une façon Retour aux racines. Je trouvais ça évident. Les gars là-bas m'ont contacté, m'ont dit fais-la avec nous. J'ai dit allez, on y va, c'est parti, quoi. Excellent. Alors, ça me fait faire des allers-retours, mais c'est tellement génial d'être dans mon quartier de toujours. Je parle aux gars, je connais la boulangerie où ils sont allés, quoi. C'est parce que les choses ne changent pas trop dans les quartiers populaires. Donc, c'est super. Et à la maison, à cette époque-là, alors toi, c'est le foot qui... Tu ne penses qu'à ça, peut-être. Mais est-ce que le sport en général à la maison avait une grande place? Est-ce que c'était une famille qui regardait les événements sportifs ensemble? On est dans les années 70, début des années 80. Il n'y a que 3 chaînes à la télé. Hein. Oui, il y a peu de sport à la télé. Le foot, c'est rarement à la télé. Non. C'est beaucoup la radio. J'écoute le Hack à la radio, moi. Je vais voir les matchs à Deschazos avec mon oncle, avec mon père parfois. Mais ma famille aime le foot, hein. Beaucoup. Le sport, non, pas trop. C'est pas trop. C'est le foot. Il se trouve que le foot est un sport, mais vraiment. Et puis après, on va voir le Hack jouer, quoi, à Deschazos. Et puis aussi, on regarde les grands matchs à la télévision, les matchs de Coupe de France notamment. Et la première Coupe du Monde 82, avec la grande équipe du Brésil et puis Paolo Rossi, l'Italie, etc. C'est mon premier grand souvenir de football. 82. À cette Coupe du Monde-là, avec l'équipe de France en demi-finale, battue par l'Allemagne, mais on ne va pas parler de ça, évidemment. Tu savais à quel âge, alors, que tu avais cette possibilité de devenir footballeur, quoi, que ça pouvait être ton chemin? Je comprends qu'on peut gagner sa vie en jouant au football. Et puis après, à 11 ans, le club de la ville, donc le HAC, le plus vieux club de France, professionnel, qui est remonté en Ligue 1, vient me recruter. Je décide d'y aller. Mais d'une certaine manière, c'est pas comme aujourd'hui, quoi. Je sais qu'il y a une possibilité d'être footballeur et j'ai envie de l'être, mais il n'y a pas que ça, quoi. Pas encore. Il y a pas les centres de préformation, il n'y a pas les sports-études, il n'y a pas de foot autant à la télé. Et puis moi, mes idoles sont quand même les gars du HAC qui jouent à Deschazos, quoi. Moi, mes idoles, c'est Abdelkrim Merikrimo et Robert Llorens, Tej Ben Saoula, ce sont eux mes idoles. Hein. C'est pas aujourd'hui Messi et Neymar ou Ronaldo. Ou Platini même à l'époque. Bah non. Platini, on le voit de temps en temps à la télévision. Ouais. Quoi. C'est ça que je pense que les gens qui nous écoutent aujourd'hui, effectivement, il y a la possibilité de regarder presque tous les matchs des grands clubs aujourd'hui qui sont diffusés quelque part. Ouais. Et quand on était en train de grandir, nous, effectivement, c'était assez rare qu'il y avait un match de foot à la télé. Je trouve qu'aussi, aujourd'hui, on s'attache à des joueurs qu'on suit quand ils partent, notamment parce qu'en fait, on est aussi, on les follow, on les suit sur les réseaux sociaux. Nous, on était attachés aux joueurs de notre ville. Ouais. Je ne sais pas pour qui, si pour les autres, c'était comme ça. Moi, j'étais supporter du HAC. Ouais. Quand le HAC perdait, je pleurais, ce qui nous arrivait souvent. Donc, j'écoutais le HAC à la radio. Quand il marquait, genre, but à Sochaux, but pour le Havre, ça arrivait très rarement. Mais je courais dans la maison, quoi. Avec la voix de, si je ne me trompe pas, Eugène Sacomano, Jacques Vendroux et ces gars-là, quoi. Ouais. Allez, on avance jusqu'au match numéro 2 pour Vikash Dorasso. On est en août 1993 désormais. Et le Havre Athletic Club, le HAC, comme tu disais, jouait contre Saint-Étienne. Ouais, c'est mon premier match en pro au Havre, à Deschazos. J'étais sur le banc à Marseille la semaine d'avant, je pense. J'ai pas joué.
Marseille, champion d'Europe. Donc, c'était assez beau. J'ai regardé la tribune tout le match. Et puis, le deuxième match, là, donc à Saint-Étienne, contre Saint-Étienne, je regarde le match, ce qui m'arrivera aussi plus tard. Je ne suis pas du tout en train de me préparer. Guy David m'appelle et je rentre. Et c'est vrai que je n'ai pas réalisé, mais après le match, je me suis dit, ça y est, c'est fait, quoi. J'ai réalisé mon rêve, c'est-à-dire jouer à Deschazos devant ma famille, mes amis, dans le stade où je rêvais jouer et avec mes idoles de toujours, quoi. Donc, c'était fait. C'était fait, mais le plus dur restait à faire, c'était rejouer. Parce que ça a pris du temps. J'ai regardé un petit peu qui était sur la feuille de match. Ibrahim Ba, qui a joué pour l'équipe de France par la suite, évidemment. Il y avait le papa de Pierre-Emerick Aubameyang aussi. Pierrot, c'était notre capitaine. Ouais. C'était notre papa à tous, quoi, notre grand-oncle. C'était lui qui nous protégeait, notamment les jeunes, parce qu'on est arrivé à quelques jeunes ensemble dans le groupe pro. Et alors, c'était dur pour les jeunes d'arriver parce qu'il y avait une sorte de respect stupide qu'on devait avoir pour les vieux, alors que nous, on voulait leur piquer leur place. Et eux, ils ne voulaient surtout pas qu'on la leur pique. Donc, ils nous faisaient souffrir un petit peu. Et lui, il ne laissait pas faire. Il nous défendait. Ah oui. Ah ouais, il nous a toujours défendus. Ah, sympa. Toujours. Et il faisait quoi pour bloquer les jeunes alors? Je me souviens d'une fois, c'était Mathieu Louis-Jean, qui est donc aujourd'hui le responsable de la cellule de recrutement à Lyon, qui a joué à Nottingham Forest. Voilà, qui est un de mes amis avec qui on a fait toute notre formation. On arrive en déplacement, je ne sais plus où, et il pose son sac. Et Pierre Aon, qui prend son sac et le lance quelque part. Et là, Pierre Aubame, il a dit à Mathieu, tu vas chercher ton sac, tu t'assois où tu veux dans le vestiaire. Il ne laissait pas faire ce genre de choses. Il voulait qu'on nous respecte autant qu'on devait respecter les plus anciens. Ok. Je suis allé chercher parce que j'aime bien évidemment voir les images de matchs dont on va parler. Et je me suis tombé sur un autre match entre Le Havre et Saint-Étienne. Donc, ce n'était pas ton premier match, mais un match où j'ai vu un but de dingue. Donc, allez chercher ça si vous ne savez pas de quoi je parle. Tu fais une passe décisive, une transversale de 30-40 mètres qui est réceptionnée sur la poitrine par Alain Caveglia, qui fait une volée donc, dans la foulée sur une pelouse qui est un champ de patates. Ouais, c'est de la terre. Et il marque de 30 mètres avec Greg Coupé en face dans les buts qui ne bougent pas. Magnifique. Ouais, il avait plu au Havre. Pour le plaisir, hein. C'est lui qui a transformé ma passe en but. Parce que, alors déjà, il faut savoir que nous, notre terrain était mauvais. Ouais. Déjà mauvais en temps normal. Et en plus, là, il y avait plu et tout. Et puis, l'éclairage est mauvais, il pleut. Donc, on ne se rend pas compte à quel point ce but est magnifique, quoi. La frappe de Caveglia qui joue en moulé, à mon avis, comme souvent. Et le but est incroyable. Voilà, il aurait pu avoir une plus belle vie, ce but-là. Ah, franchement, allez le chercher sur Internet, comme on dit. Donc, ça y est, c'est lancé. Tu es joueur maintenant. Et tu dois avoir quelques ambitions, j'imagine, à partir de 93. En tout cas, on va te retrouver 6 ans plus tard pour le match numéro 3, Vikash. Le 27 mars 1999, France-Ukraine au Stade de France. Ouais, je suis sélectionné, donc Roger Lemaire, avec qui j'avais fait les championnats du monde militaire. J'étais champion du monde militaire avec lui. Et il me fait rentrer en cours de match. Donc, de nouveau, je n'étais pas du tout préparé. C'est quoi cette histoire de ne pas être préparé? C'est vraiment un problème parce qu'il m'est arrivé la même chose avec le Milan. La première fois où je suis rentré en cours de jeu à Brescia, à Donetsk, en Coupe d'Europe, où j'étais complètement en train de regarder le match, moi. Et là, il me fait rentrer. Et de nouveau, à la fin du match, je me dis, je suis international à vie, quoi. Alors, certains ont fait qu'une sélection, mais là, elle vaut le coup. C'était un gros match dans une équipe de fous, même si Zizou n'avait pas joué. Il était avec nous pour préparer le match, mais il était blessé. Mais l'équipe de malades, quoi, avec les champions du monde, quoi. Oui. Et ils jouaient tous dans les très, très grands clubs. Moi, à l'époque, j'étais le seul à jouer la Coupe de l'UEFA, à mon avis. Wow. Les autres jouaient tous la Ligue des Champions. Nous, on avait perdu contre Bologne en quart de finale. Et j'ai premier match, première sélection, ça y est, c'est fait, quoi. Oui. C'est à vie, quoi. Enfin, c'est Robert Pires, quelques minutes, une dizaine de minutes de la fin, tu as Deschamps et compagnie, Anelka qui était très fort. Aussi, l'équipe de France venait de battre l'Angleterre à Wembley. C'était très, très impressionnant. Comment ça s'est passé pour toi, ces premiers pas avec les Bleus? Parce que je peux imaginer de loin, en tout cas, qu'arriver dans un groupe comme ça, qui est déjà champion du monde avec des sacrées personnalités, je ne sais pas, est-ce qu'ils ont été faciles ou est-ce que c'était compliqué pour toi? Ils ont été hyper faciles, ils ont été super sympas. Je me souviens que Barthez était venu me dire alors comment ça va, comment tu te sens, Djorkaeff pareil. Après, j'en avais croisé quelques-uns dans le championnat de France. Et puis, donc, c'était une super
super aventure. Moi, je pense que, alors pourtant j'avais déjà 25 ans, hein. Enfin, j'allais avoir 25 ans, j'étais pas prêt. Le niveau était très élevé et moi, je jouais à Lyon qui était en train de grandir et je jouais la Coupe de l'UEFA et pas la Coupe des Champions. Et le niveau était très, très élevé, très fort. Ça t'avait marqué comment alors d'être parmi eux? Et tu te sentais un peu petit ou est-ce que tu te sentais quand même à ta place? Peut-être qu'un peu petit, peut-être qu'un peu. Moi, j'ai toujours eu ce problème-là de peut-être un peu me dévaloriser ou voilà. Sous-estimé? Sous-estimer, peut-être aussi manque de confiance. Et pourtant, j'y allais quand même. Donc, j'étais là, il fallait s'entraîner, il fallait montrer qu'on était présent. Moi, je suis plutôt discret dans les groupes, donc c'est pas mon truc d'aller fanfaronner, quoi. Donc, c'était pas génial pour moi. C'était difficile. C'est difficile. Par ma faute, hein. Mais au moins, ça y est, tu étais bleu, tu étais Ouais. international. Puis après, j'ai été repris plusieurs fois. Et puis, voilà, après, j'ai mal joué contre l'Andorre, donc j'ai pas été sélectionné la fois d'après. Puis c'est comme ça, quoi. Et Roger Lemaire, alors un mot sur lui parce que je peux remercier Guy David de m'avoir fait jouer cette première fois avec le Havre. J'oublierai jamais ce qu'il a fait. Ça a été un mec formidable. Et je peux aussi remercier Roger Lemaire, quoi. On a fait une aventure extraordinaire avec les militaires. On a été champion du monde militaire. Il m'a donné ma première cape. Donc, je peux que le remercier. C'était un entraîneur à l'ancienne. Oui. Qui était... Mais aujourd'hui, beaucoup de son style est repris, en fait, dans le travail, notamment physique, où on utilise beaucoup le travail du poids du corps. Et lui, il faisait beaucoup ça. Ouais. Il était champion d'Europe avec les Bleus, évidemment, en 2000. Vous écoutez Les Matchs de ma vie, le podcast de beIN Sport, où notre invité raconte les 5 matchs de foot qui ont le plus marqué sa vie. Enfin, normalement, sauf que Vikesh Darasso est arrivé avec 7 matchs sur sa liste. On arrive au match numéro 4, Vikesh, le mardi 20 mai 2003. Depuis 58, un joueur de l'Olympique de Lyon. Là, on est à la 37e journée. Et je précise que tu étais la saison précédente en prêt à Bordeaux. Là, 37e journée, Montpellier 1, Lyon 1. Pourquoi ce match-là? On est champion ce soir-là et moi, je ne le suis pas. Tous les autres le sont. D'ailleurs, la une de l'équipe le lendemain, c'est Gila Diarra et moi, on s'en lasse. On est les deux seuls pas champions sur le terrain ce jour-là. Et donc, c'est nous qui sommes en photo. Évidemment, c'était un retour compliqué dans l'équipe championne de France. Donc, j'étais content de jouer dans l'équipe championne de France, mais je ne l'étais pas. Et le risque, c'est de ne jamais l'être. Et donc, quand je le suis de nouveau, je me dis, wow, c'est le plus beau trophée qu'on puisse avoir en France, quoi, dans son pays. Être champion de son pays, c'était quelque chose et j'étais super fier, super ému et super content, quoi. À Montpellier, comment ça se fait alors? Même s'il reste encore un match. Le problème, c'est que alors déjà, on l'a fêté, mais on n'est pas officiellement champion parce qu'on a différence de but. Mais on l'a fêté, hein, on s'est pas gêné. On est rentré au vestiaire, on n'était pas à domicile, mais il y avait gros parquage puisque Montpellier c'est pas loin. Ouais. Et on est retourné voir les supporters. C'était top, quoi. C'était top. On a vraiment sur ces 2 saisons où je suis champion, on avait un groupe super et qui s'auto-gérait. On était âgés, on avait beaucoup d'expérience. Le Gwen a compris ça. Il nous a donné la possibilité d'y aller. Donc les mises au vert étaient géniales, quoi. Ah oui? Ouais, c'était génial. On s'amusait vraiment beaucoup, quoi. Il y avait un sacré groupe de joueurs, effectivement, quand tu revois. Sacré effectif, sacré groupe. Et moi, j'ai beaucoup participé. Je peux être content de ce que j'ai fait. Oui. À l'OL, j'ai beaucoup joué, j'ai beaucoup donné pour ce club. Et le club m'a permis d'aller où je voulais. Je vais être champion, voilà, c'est ce que je voulais une fois dans ma vie. Et puis, c'était le cas ce jour-là. Les Juninho, Govou, Sonny Anderson, évidemment. Sonny, Peggy Luindula, Eric Carrière. Il y a toute une liste de Gila qui jouait à ses côtés. Alors, lui dira que c'était joué à mes côtés, qui était génial. Mais c'était un grand plaisir de jouer avec ce joueur qui était, pour moi, quand il part à Madrid, au Real, il est le meilleur milieu de terrain du monde à son poste. Très, très fort. Ouais. Donc, tu t'es éclaté du côté de Lyon. Mais tu as quand même pris la décision de partir à un moment donné, ce qui va nous emmener justement à ton prochain choix. Le 5e match, Vikesh Darasso, c'est contre Lecce et c'est pas le Milan AC. Parce que oui, tu es parti en Italie. Ouais. J'ai choisi, alors il y avait d'autres propositions, j'étais libre. Et puis quand mon agent m'a dit le Milan te veut, tu signes
Lundi, j'ai dit, allez, on y va, quoi. Ah ouais, aussi simple que ça? Ouais, je lui ai dit, ok, c'est parti. Et j'ai signé. Pourquoi Milan? Parce que ça Je voulais aller voir ce que c'était, quoi. Ouais. Je voulais aller... Club mythique. Mon agent, Alain Migliasso, qui a été le seul agent que j'ai eu pendant ma carrière, il était très proche de l'Italie et il me parlait de la Juve, il me parlait du Milan. Je connaissais l'organisation du Milan, je connaissais le Milanello, l'histoire aussi de ce club. Et je me suis dit, je dois aller voir, je dois aller me frotter à ces gars-là. Ouais. Et je dois aller... je pourrais raconter ça un jour. C'était pour aujourd'hui. Ouais. Voilà, le match est gagné 5-2 par le Milan. On est le 6 janvier 2005, donc à San Siro, ce stade mythique aussi. Ouais, ça a été très, très dur parce que le niveau était tellement ouf. J'ai beaucoup souffert et parce qu'il a fallu que je me mette au taf, quoi. Il a fallu un moment. Mais c'est ça, tu quittes la France où tu es champion, tu es dans une belle équipe, tu es titulaire, tu es influent, tu arrives dans un vestiaire. Je suis passé d'un joueur majeur dans une grosse équipe française à un joueur mineur dans la plus grande des équipes du monde pratiquement. Comment on fait alors? C'est très difficile parce que c'est un choix. Je suis rentré dans ce vestiaire-là, j'ai vu les joueurs qu'il y avait. Rui Costa. Oui, rappelle-nous un petit peu. Il y a Rui Costa, capitaine du Portugal. Oui. Il y a Kaká, futur Ballon d'Or. Sheva, Ballon d'Or. Maldini, capitaine de l'Italie. Nesta, Pirlo, Gattuso, Ambrosini. Kaká Berkaladze, capitaine de la Géorgie. Yandal Thomasson, capitaine du Danemark. Billy Costa Curta, Dida, Serginho, Cafu. 2 fois champion du monde, capitaine du Brésil. Et je me suis dit, mais Clarence Seedorf. Clarence Seedorf, évidemment, on a oublié Clarence. Pancaro, Pippo Inzaghi, Hernan Crespo. Donc, déjà au milieu de terrain. Ils ont trop de joueurs au milieu et ils sont tous de classe mondiale. Ouais. Et je me souviens. Donc, c'était comment tu te frottais? En fait, c'est simple. On faisait des petits jeux à 11 contre 11, là, 10 contre 10 sur petite surface. Celui qui perdait la balle, il y avait but. C'était moi qui perdais la balle. Et donc, je me suis dit, au bout d'un moment, il faut que j'arrête ces conneries. Là, il faut que je m'y mette, quoi. Donc, j'ai mis les protèges tibia et je me suis mis à élever mon niveau jusqu'au jour où on a fait 0-0 sur un de ces matchs. Et Seedorf, il est rentré, il a dit, les gars, ragazzi, che partitella, quel match on vient de faire, quoi. Quel niveau. Et donc, il y a un moment aussi où Ancelotti, qui a été un formidable entraîneur, qui venait me parler régulièrement pour prendre de mes nouvelles. Un jour, il m'a dit, ce que tu fais, c'est très bien. Et j'ai joué. C'était à Breccia. Et puis, quelques temps plus tard, j'ai joué un match titulaire au Chievo Vérone. C'était mon premier match titulaire. Et puis après, j'ai joué ce match. Et puis, le premier match titulaire, le match d'après, j'ai été élu homme du match. Le match d'après, je ne joue pas. Parce qu'il y a du monde, quoi. Oui. Je veux dire, faut Ricostel, alors adieu, lui aussi. Et après, Lecce, premier match à domicile. Et je me rappelle, parce qu'en fait, au bout de 3 mois, je jouais peu. Et Ariedo Braida était venu me voir, m'a dit, ouais, président, il gueule un peu, tu joues jamais et tout. Je dis, c'est pas grave, qu'est-ce que j'y fasse. Et en fait, le lendemain de Lecce, on était à San Siro et il y avait Berlusconi qui faisait du vélo. Et il a dit, Dorasso, grande campione, comme ça, devant tout le monde. Oui. Mon patron, mon big boss qui me félicite. Donc voilà, j'avais fait un gros match et on a gagné 5-2. 72 000 personnes, je crois, à San Siro. C'était magique, quoi. Wow. C'était fou, quoi. Quand on s'aligne, on sort derrière le but. Il faut savoir que nos vestiaires, c'est tout petit, tout moche. Ah oui. Horrible. Après, il y a la palestra, on va faire la préparation, puis après, on sort. Et là, quand on est devant, c'est des photos, c'est toutes les stars de la télé, les stars du showbiz qui sont là, Puis c'est nous qui allons jouer, quoi. Nous sommes les stars. Ouais, c'est magique, quand même, ce stade. Et cette saison-là aussi, j'avais oublié, mais tu assistes, parce que tu es sur le banc, malheureusement, tu n'entres pas, mais c'était la finale incroyable de Ligue des Champions contre Liverpool que les Reds vont gagner après prolongation. Cette finale où vous menez 3-0 à la pause. 3-0, ouais, c'est une des plus grandes finales de tous les temps. La plus grande défaite pour le Milan. Et moi, j'ai vécu ça de très près, quoi, avec la préparation, puis après l'après-match aussi. Ce moment où ça bascule quand en 5 minutes, on prend 4 buts, on prend 3 buts, quoi. Extraordinaire. Et donc, ça, c'était assez fou, quoi, de vivre aussi ce moment où un grand club comme le Milan AC perd, mais reste debout, quoi. C'est pas grave, quoi. 2 ans plus tard, ils vont battre Liverpool en finale. Ils vont être champions avec la même équipe plus vieille de 2 ans. Ils étaient tous déjà vieux. Là, ils étaient... C'était fabuleux, ouais. Et puis Milanello, et puis le respect qu'il y a dans ce club. Voilà, je suis content d'y être allé.
Donc finalement, tu ne restes pas très longtemps parce qu'il faut que tu joues. Non, c'est pas vraiment ça. C'est, je sais pas si c'est. Alors au moment où le Paris Saint-Germain vient me prendre, le Milan me propose de prolonger et d'augmenter mon salaire. Et je me dis, moi, qu'est-ce que je vais vivre de plus? Gagner la Ligue des Champions, ça pourrait être pas mal, mais ma vie, je suis français, ma vie, elle peut se continuer peut-être à Paris. Il y a la Coupe du Monde qui arrive, oui, peut-être jouer plus et me permettra de jouer la Coupe du Monde, mais je suis sûr que j'allais jouer à Milan. Mais c'était pour aussi l'après-carrière qui se profilait. Et même si ça a été dur à Paris, je crois que j'ai fait le bon choix. Bah, justement, ça nous amène à notre match numéro 6 sur cette liste de 5 matchs qui ont marqué ta vie. Le match numéro 6, Paris Saint-Germain 2, Marseille 1, finale de la Coupe de France 2006 au Stade de France. Bah oui, je suis obligé de le mettre, c'est fabuleux, c'est le grand moment qui reste de ma carrière. J'ai marqué ce but-là, un but assez fou, qui ne me ressemble pas. Et c'est un moment de déconnexion complète. Raconte-nous. En fait, il y a une touche, Mbami reçoit la balle, il me donne le ballon et je reçois le ballon dans ma moitié de terrain et je vais faire tout le terrain. Au football, c'est possible. En 4 touches de balle, j'arrive devant le but et au lieu de faire la passe à Paoletta comme toujours, je frappe. 25 mètres. 25 mètres à peu près et je marque et c'est la folie, quoi. C'est un moment où j'ai même une sorte de trou de mémoire. Mais je trouve ça... voilà, c'est un grand moment qui reste dans ma carrière. On a battu le rival pour la première fois. Je crois que c'était PSG OM en finale de Coupe de France. Donc on les bat. C'était un moment important aussi avec montrer aussi à Domenech qui m'avait choisi, qui pouvait compter sur moi pour la Coupe du Monde. Il y avait aussi des joueurs qui étaient sélectionnés dans l'autre équipe. Et donc il fallait montrer que j'étais très bon, très fort. Et voilà, c'est un grand moment. Aujourd'hui encore, les gens, j'habite à Paris, les gens, soit ils me détestent, soit ils m'aiment, quoi. Soit ils sont Marseillais, soit ils sont Parisiens. Ouais. Et ce but-là, effectivement, est resté dans les mémoires. 25 mètres. Et Fabien Barthez en face aussi. Bah, il est surpris autant que les autres, quoi. Pleurer, il se dit, il va jamais tirer celui-là. Bah ouais, c'est ce que je me dis, mais quand je revois l'image. Tu n'as jamais parlé avec lui? Non, j'ai jamais recroisé, tiens, Fabien. Je l'ai croisé, je crois, je sais plus sur quel plateau. Mais on n'avait pas discuté, non, on a discuté autre chose. Faudrait que je lui demande. Ouais. Ça, sacré but, et c'était une équipe où tu te plaisais avec Paoletta. Il y avait, effectivement, sacré. Il y avait, à cette époque-là, je rappelle, hein, pour ceux qui nous écoutent, il y avait Edouard Cissé, Jérôme Roten. Salomon Kalou. Non, Bonaventure Kalou. Bonaventure qui a marqué le premier but en finale. Mbami. On avait une belle équipe. Malheureusement, on n'a pas été extraordinaire en championnat. Mais par exemple, jouer avec Pedro, ça a été fabuleux. J'ai déjà joué avec lui à Bordeaux. Faire des passes de but à Pedro, à Sonny Anderson, à Caviglia. Moi, j'étais chanceux. J'avais des attaquants qui voulaient marquer des buts. Donc, jouer avec Pedro, c'était quand même un grand plaisir. Guy Lacombe sur le banc, l'entraîneur de Paris Saint-Germain à cette époque-là. Comment résumer ton passage au PSG avec toutes ces années de recul maintenant? Bon, ça reste des grands moments. J'ai été le numéro 10 du Paris Saint-Germain. Je trouve que c'est pas rien. Et ça reste un très grand club. C'est le club de la capitale aujourd'hui qui est le meilleur club de France. Et en tant que Havrais, on aime le Paris Saint-Germain quand même. On est à 2 heures de Paris. Et donc, de jouer là-bas un jour, c'était quand même aussi quelque chose d'important dans ma carrière. Et moi, je choisis que des matchs qui sont très positifs, évidemment, parce que c'est les souvenirs. Quand on arrête la carrière, on nettoie en fait un peu. Et il faut vraiment tout ce qui nous construit, qui font toutes les choses qui font qu'on y va, quoi. Même les choses dures, être blessé, être mis sur le banc, être mis en tribune, avoir des problèmes avec les uns ou les autres. C'est des moteurs qui sont pas utiles pour la vie de tous les jours, mais dans le foot, ça peut être très utile. Mais tout ça, on nettoie et on garde les bons souvenirs. On garde la meilleure. Voilà, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Et par exemple, j'ai croisé Jacques Santini avec qui j'ai eu quelques problèmes. Je pense qu'aussi, tous les joueurs de foot ont des problèmes, notamment quand ils ne jouent pas. On peut faire ce qu'on veut. Le seul moment où on n'est pas content, c'est quand on ne joue pas. Oui. Et qu'on s'est embrassé avec Jacques Santini. Puis le jour où je croiserai Guy Lacombe, je lui serrerai la main avec grand plaisir.
Très bien, on va finir avec le match numéro 7 sur cette liste de 5 matchs Vikash Dorasso. Et le match numéro 7, c'est le mardi 13 juin 2006. Bien sûr, c'est la Coupe du Monde et c'est un France-Suisse. Ah bah ouais, ça c'est fabuleux. J'ai tout fait, moi, dans ma carrière. Je fais la Coupe du Monde, quoi. Faut savoir que quand je rentre là, donc Domenech, je peux encore remercier Domenech à vie parce que il m'a pris en espoir, il m'a pris avec les JO, pour les JO, il m'a pris avec Léa. Il m'a dit un jour que je jouerais toujours dans son équipe et il l'a fait. Et il m'a fait jouer ses premières minutes et quand je suis rentré, c'était écrit en grand sur l'écran. Le premier joueur d'origine indienne à participer à une Coupe du Monde. Ah oui. Voilà, je suis le premier joueur, peut-être le seul pour l'instant, à avoir joué, seul indien à avoir joué une Coupe du Monde officiellement. Donc c'est quelque chose de fabuleux. Et puis on peut pas aller plus haut, quoi. J'ai fait les JO, j'ai perdu une finale de Ligue des Champions, une finale de Coupe du Monde. Je peux pas rêver mieux, quoi. Il y a beaucoup de souvenirs de cette époque-là, 2006, et évidemment, ce tournoi termine avec le carton rouge de Zidane et la France qui finalement ne gagne pas la finale. Malheureusement, tu aurais été champion du monde, effectivement. Et par la suite, il y a eu aussi ton film que tu as tourné pendant tout le tournoi et tu as, avec Fred Poulet, sorti le film que vous avez appelé Substitute, remplaçant, avec de la musique de The Who quand même, The Who, la classe. Et donc, on se souvient qu'à cette époque-là, tous les joueurs n'ont pas apprécié. Comment tu l'as vécu ce moment-là? Et depuis, est-ce que ça s'est... Tu sais, nous les footballeurs, c'est un état. Hein, on se croise, on est content, quoi. C'est sûr et certain, quoi. Je croise n'importe quel footballeur avec qui j'ai joué, contre qui j'ai joué, on s'embrasse tout de suite et on a des choses à se dire. J'appelle un gars, en plus je m'appelle Vikash, donc quand je dis salut, c'est Vikash, on sait que c'est moi, et tout de suite on se parle. Y a pas Et donc évidemment, j'aurais pas dû faire ça. Même si, honnêtement, en fait, la caméra, elle était dans ma chambre et tout ça. J'aurais pas dû faire ça. Voilà. Maintenant, c'est dit. Et puis, on se croise et puis il n'y a aucun problème. Et voilà, ça n'a pas joué sur moi, ma participation à la Coupe du Monde et notamment et surtout sur la performance collective de l'équipe. Je sais que tu as profité de ce moment-là et maintenant, quand tu en parles, je vois ton visage rayonnant, les souvenirs en te disant, effectivement, et tu as raison, avoir la tasse à moitié pleine, c'est toujours mieux que de penser aux choses négatives. Mais je sais qu'au moment-là, en 2006, il y a un petit peu de frustration aussi de ne pas beaucoup jouer, de jouer quelques minutes par-ci, par-là. Tu l'as vécu le tournoi en tant que joueur, ou est-ce que petit à petit, tu t'es senti un peu... Je me suis toujours préparé. Non, je regrette quand je vois aujourd'hui les joueurs, je regrette de ne pas avoir plus profité. J'aurais dû, et j'ai été mal aussi entouré autour de moi. On aurait dû me dire, Vikash, mais putain, kiffe, quoi. Tu es en train de faire une Coupe du Monde, c'est fantastique, c'est extraordinaire. Tu as déjà joué 2 matchs, en plus j'avais joué 2 matchs, et j'aurais dû... être à fond pour voilà. J'ai été un petit peu et c'est dommage. Voilà, j'ai pas profité à fond de ce moment, mais j'étais aussi ce joueur-là qui supportait pas d'être sur le banc de touche. Et c'est aussi parce que j'étais ce genre de joueur qu'après je rejouais parce que je lâchais pas, parce que je n'étais pas content, même si ça se voyait trop. Voilà. Et on se fait pas du bien à être en colère ou être jaloux. Ou avoir du ressentiment, voilà. C'est pas pour ma vie de tous les jours aujourd'hui, j'évite toutes ces émotions là. Tu gardes ce qui est positif. Ouais. Et puis je regarde ma carrière, je peux que être content et remercier tous les gens que j'ai croisés et remercier Domenech comme remercier tous les joueurs avec qui j'ai pu jouer. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à travailler dans les médias et à croiser des anciens joueurs et à profiter ensemble. On est plutôt assez solidaires, on pourrait l'être encore plus. On a beaucoup aimé partager ces moments avec toi, Vikash. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci énormément d'avoir partagé ces matchs, ces souvenirs, ces moments de vie avec nous. Et on vous souhaite évidemment, maintenant je commence à te vous voyer, maintenant que c'est la fin, je te souhaite plein d'autres matchs mémorables à venir. Merci d'être venu donc nous voir ici. Merci à vous
de nous avoir écoutés. Si notre podcast vous plaît, n'hésitez pas à partager avec vos amis. Et si jamais, pour je ne sais pas quelle raison, vous n'avez pas aimé, eh bien, vous pouvez toujours envoyer un lien à vos ennemis. En tous les cas, vos commentaires sont les bienvenus. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles sur la plateforme où vous nous écoutez. À très vite donc pour un nouvel épisode de Les matchs de ma vie. Bye bye.